Place à notre Zoom du dimanche. Et si vous êtes sur la Côte d'Azur à la recherche d'un petit peu de fraîcheur, d'apaisement, rien de mieux que les jardins. Ceux que vous allez découvrir ont aussi l'avantage de vous faire voyager avec des plantes venues du monde entier et chouchoutées par leurs jardiniers. De la Ciotat à Saint-Jacques-Cap-Ferrat, en passant par Grasse, Mathieu Perrault, Sylvain Fargeot et Philippe Fontalba. C'est une histoire de couleurs, de contrastes. Le bleu, le vert et le rouge bordeaux de notre 2 chevaux, modèle Charleston. La Côte d'Azur côté jardin, le décor d'un périple qui commence là, à la Ciotat, dans la calanque du Mugel. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Vous êtes bien occupé. Il y a du boulot dans un jardin comme ça? Il y a du boulot, oui. Ce parc botanique, créé au 19e siècle, s'étend sur 12 hectares, niché au creux d'un vallon verdoyant, ouvert sur la mer. Une incitation à la promenade et à la rêverie, portée par des odeurs et des couleurs du sud, notamment celle de ce bougainvillier. En fait, les fleurs sont comme des petites feuilles, en fait. Le violet, en fait, c'est une extension, en fait. Et la fleur, c'est juste cette petite... Ça, c'est typiquement méditerranéen. Ça pousse très ça, c'est typiquement de chez nous. Il y a une plante, par exemple, typiquement de chez nous aussi, ce qu'on appelle le pistachier lentisque. Et alors, ça ne fait pas des pistaches qui sont comestibles, mais si vous prenez une feuille, vous la frottez très fort dans votre main et vous sentez, vous allez reconnaître, vous avez l'impression d'être dans la garrigue. Ah ouais. Certaines espèces viennent de plus loin, comme cette plante du Chili, appelée le désespoir des singes, parce qu'ils ne peuvent pas s'y accrocher. Un patrimoine naturel qu'il faut entretenir et arroser un peu pendant l'été. Pour cela, les anciens avaient mis au point un système de récupération des eaux de pluie, avec des murettes en forme d'entonnoir que le jardinier nous emmène voir plus haut dans la colline. Donc toute l'eau qui tombe là... Qui tombe là, en fait, elle est vraiment canalisée. Ils avaient maçonné aussi, pareil, un petit mur en bas de ça. Aujourd'hui, cet impluvium est en cours de rénovation, avec l'espoir que ces grands bassins puissent de nouveau se remplir avec les orages. Il fait pratiquement 1 million de litres, celui-là. 1 million de litres ici. Pratiquement, quelque chose comme ça. Ah oui, donc si on arrive à récupérer toute l'eau de la colline... Ça peut faire déjà de l'arrosage uniquement pour le jardin. C'est d'autant plus important que ce jardin accueille plus de 5000 petits écoliers par an. On va rester sur le même côté pour arriver jusqu'à la bambouserie. Ce jour-là, des classes de maternelle venues d'Aubagne pour un jeu de piste. Et visiblement, les messages de sensibilisation ont bien été enregistrés. Il ne faudra pas arracher les feuilles et pas arracher les fleurs. Sur ces belles paroles, notre voyage continue le long du littoral, en direction du domaine du Rayol, dans le Var. Un écrin de verdure entre le Lavandou et Saint-Tropez. Ce jardin des Méditerranées rassemble sur un terrain de 20 hectares des paysages du monde entier, composés avec des espèces adaptées au climat provençal. Vous avez un beau bureau. C'est le moins qu'on puisse dire, en effet. Notre visite commence à la pointe du Figuier, par une rencontre avec Jérémy, le botaniste en chef de ce balcon qui surplombe la mer. C'est un jardin de paysage, ce n'est pas un jardin botanique. Moi, j'invite souvent le visiteur à prendre un petit peu ses mains comme ça, puis à cadrer. Alors, ça serait un peu exagéré d'imaginer qu'à chaque fois qu'on bouge nos mains comme ça, effectivement, ça a été conceptualisé, mais un petit peu quand même. Ici, en l'espace de quelques pas, on arrive en Nouvelle-Zélande. Je vous laisse apprécier le panorama composé par ces fameuses fougères arborescentes. Dans ce vallon aux allures de forêt subtropicale, les plantes sont surveillées de près, en plein été, et brumisées pendant quelques minutes, matin et soir. Et malgré ça, y a des pertes d'année en année. Exactement, ouais. Dû au réchauffement climatique. Il y a moins d'inquiétude, évidemment, du côté des parcelles australiennes, chiliennes ou californiennes, mieux adaptées aux périodes de canicule. Au total, 10 jardins du monde sont à découvrir ici, pour la plus grande joie des visiteurs. Waouh. Avec le bleu en fond, le vert autour, plus les couleurs des plantes qui sont en fleurs, on trouve ça magnifique. Un écrin de nature, protégé depuis 1989. À l'époque, les promoteurs se battaient dans l'espoir d'y construire hôtels et résidences de luxe. Le projet a été dans les mains de tous les promoteurs de France. Et il y a eu une association qui s'est créée, qui a milité pour empêcher que ce soit les promoteurs. Et puis il y a eu un deal à ce moment-là avec la mairie. Et donc le Conservatoire du littoral a pu acheter. Aujourd'hui, 90 000 visiteurs profitent chaque année
du calme de ce domaine sur la Méditerranée. On y passerait la journée, mais il est temps pour nous de reprendre la route et de quitter un peu la côte pour rejoindre Grasse. C'est ici, dans la capitale mondiale des parfums, que nous attend un maître chocolatier, venu spécialement de Saint-Rémy-de-Provence, avec une idée précise. On va chercher les dernières oranges de la saison, puisqu'il n'y en aura plus après, ça se termine. Et il y a un petit jardin assez extraordinaire. Celui du Musée international de la parfumerie. C'est là, au milieu des orangers non traités, que Joël Durand est venu capturer une senteur, une saveur. C'est puissant. Ouais. Ça, on l'imagine assez bien dans un petit chocolat noir. Absolument. À l'aide de cet outil, digne d'un alchimiste, il va pouvoir isoler les molécules odorantes. Pour justement faire comme une macération rapide pour extraire après ce qu'on va vouloir. Toute sa visite du jour tient dans ce petit bocal, sur lequel il va ensuite travailler chez lui. Mais avant de quitter Grasse, le maître chocolatier embarque dans notre 2 chevaux pour une dernière visite, chez sa productrice de roses. Sanctifolia. Sanctifolia, ouais. C'est un nom qui dit quelque chose. Eh oui, la rose du parfum. La rose de mai, utilisée par les plus grands parfumeurs, sert donc aussi à réaliser ces chocolats. Et Joël veut absolument avoir l'avis de Vanessa sur ce millésime 2025. Voilà. On a l'impression de mettre son nez dans la rose fraîche cueillie du matin. Mais c'est délicat cette année, c'est bien. De quoi avoir le sourire pour continuer notre périple. Nous retrouvons le littoral, direction Saint-Jean-Cap-Ferrat, où un lieu exceptionnel nous ouvre grand ses portes ce matin-là. L'un des plus beaux palais de la Côte d'Azur, construit entre 1905 et 1912 sur un sommet rocheux de la presqu'île du Cap-Ferrat. Bienvenue à la Villa Efrussi de Rothschild. Une villa de style Renaissance italienne, raffinée et façonnée dans les moindres détails selon les goûts de la baronne Béatrice de Rothschild, une femme forte, indépendante et fortunée. Béatrice, c'est la fille d'Alphonse de Rothschild, le plus grand banquier français du 19e siècle, et elle décide de se faire construire une villa parce que c'est à la mode sur la Côte d'Azur. C'est la belle époque sur la Riviera, synonyme de luxe, d'opulence et de soleil, particulièrement recherché pendant l'hiver. Eh bien, vous arrivez sur la grande verrière, la grande rotonde finalement, qui ouvre sur la baie de Beaulieu. Vous avez cette sculpture de Zéphyr. Ah oui, c'est absolument spectaculaire. Une villa tournée vers la mer, qui abrite l'une des plus belles collections privées d'objets d'art, et notamment la vaisselle. La vaisselle, la porcelaine. À partir d'aujourd'hui, vous ne direz plus vaisselle. On dit porcelaine. Voilà. C'est une passion Rothschild. Ils ont tellement aimé ça qu'ils se sont fait la compétition entre eux et ont fait monter les prix de la porcelaine à un point démentiel. Et il faut vous imaginer qu'en 1905, une paire de très beaux vases, on va dire comme cela, ça vaut le même prix qu'un Raphaël. Des objets rares et parfois surprenants, comme ces petits fauteuils pour chiens dans la chambre de la baronne. On sait qu'à Paris, en 1897, elle organise le mariage de ses caniches, Diane et Major, en grande pompe. Le Washington Post suit l'événement. Il y a une centaine d'invités chiens, tous avec des petits souliers. Donc évidemment, ça fait les gros titres. Pour Béatrice, rien n'était impossible. Même de créer un jardin à un endroit où il n'y avait rien. Il a fallu dynamiter la roche pour aplanir ce terrain de 7 hectares et apporter de la terre pour s'offrir un décor extraordinaire. On prend les petites panachées qu'on va mettre sur le devant. Aujourd'hui encore, 9 jardiniers travaillent ici quotidiennement. C'est quand même une charge parce qu'on fait partie des plus beaux jardins de France et on est visité, comme vous le dites, par le monde entier. Donc forcément, l'erreur, non, c'est pas pour nous. Voilà pourquoi Sébastien supervise tout, avec l'aide d'André, son prédécesseur, qui partira à la retraite à la fin de l'année. Je vois que ceux-là, elles manquent un petit peu d'eau, mais je viens de le faire. Ouais, parfait. Cela fait plus de 20 ans qu'André est jardinier ici. On vient faire un grand voyage et il faut se faire porter par les plantes. Un voyage à travers 9 jardins, d'inspiration italienne, espagnole, mexicaine ou encore japonaise. Certaines plantes ici sont centenaires. André les connaît par cœur. Il n'a jamais compté les heures passées à les chouchouter. Ma femme a toujours dit j'ai l'impression que ton travail, c'est une maîtresse, quoi. Donc voilà. Vous y passiez beaucoup de temps? Je passe beaucoup de temps et puis je ne pensais un peu qu'à ça. C'est un jardin passion. Une passion qui nous porte maintenant un peu plus loin.
jusqu'au village médiéval d'Èze, perché au-dessus de la Méditerranée. Ici, tout se fait à pied. Il est 7h30, nous rencontrons Stéphane, qui, comme tous les matins, monte au jardin. Là, on est à 320 mètres et on va monter une centaine de mètres. D'accord, ok. Et ben c'est parti. Voilà, allez, on y va. Le jardin exotique a été aménagé au sommet du village, sur l'emplacement d'une ancienne forteresse. Nous avons la chance d'y pénétrer avant l'arrivée des visiteurs. Et surprise, le sculpteur Jean-Philippe Richard est en train de refaire une beauté à l'une de ses petites protégées. Bonjour, vous êtes déjà au travail? On y va tôt, l'été. Il y a 23 ans, il a posé dans le jardin une vingtaine de statues de femmes. Elles n'ont jamais bougé. Il en a fait don à la ville, mais il revient prendre de leurs nouvelles de temps en temps. Elles me disent tout ce qui s'est passé. Voilà, ce qu'elles ont entendu. Enfin, elles voient beaucoup de monde et c'est quand même assez drôle. Elles ont une des plus belles vues du monde. Hein. Ah oui. Là, quand j'ai trouvé ce jardin, je me suis dit, c'est là qu'il faut vraiment les mettre. Elles sortent de terre, là, et elles vont les pieds bien ancrés, et la tête dans les étoiles. La douceur au milieu des cactus, avec leurs épines toutes différentes que ce jardinier connaît sur le bout des doigts. Ça arrive fréquemment de se piquer? Oui, régulièrement. À combien d'aiguilles? Régulièrement, depuis 20 ans, quelques milliers. Quelques milliers, mais bon. C'est pour ça qu'il faut travailler doucement. Il faut faire attention, on a une gouge pour aller chercher les plantes un peu sèches dans les échinocactus. Et on essaie de se piquer le moins possible. Sur 7500 mètres carrés, les espèces du monde entier se découvrent au détour des allées. 600 000 visiteurs défilent ici chaque année, à la recherche de la photo parfaite, ou simplement d'un moment hors du temps. La mer, les nuages, le jardin suspendu, on dirait un peu, je ne sais pas si je peux dire, mais le jardin d'Éden. C'est super impressionnant et beau. Et ce n'est pas Stéphane qui dira le contraire. Il a beau y passer des journées entières, il ne s'en lasse pas. C'est clair que d'ici, c'est un peu le paradis. Enfin, moi, c'est mon petit paradis sur Terre, donc peut-être je l'ai trouvé. Voilà donc pourquoi, malgré la chaleur de l'été, Stéphane remonte à pied chaque jour, sans jamais râler, jusqu'à son balcon suspendu, au-dessus de la Méditerranée.